Now, I am not going to add anything to the views of Lino and Robert. Lino et Robert ont parlé de la mesure de la vulnérabilité et de la compréhension et du renforcement de la résilience. Moi, je vais plutôt essayer de vous expliquer ce que nous essayons de faire au sein des Nations Unies et au sein de la Commission des hauts représentants. Je vous rappelle que la CNUSET est une pionnière dans cette histoire. Cela fait presque 40 ans que la CNUSET traitait de cette entité qui existait déjà en 92-94, comme vous vous en rappelez, lors de la conférence des Barbades. Donc, ça s'appelait les îles en développement. Nous sommes arrivés à une entité qui s'appelait les petits États insulaires en développement. Donc on a changé le jargon, mais en gros, cela regroupe les mêmes pays. Donc il y a presque 4 décennies d'histoire pour la CNUSET. Et d'ici 2 ans, j'espère qu'on aura quelque chose d'un peu visible et on pourra revenir sur cette histoire. Revenons-en au sujet. Nous pensons qu'après toutes ces années de travail, il y a encore beaucoup de pain sur la planche. C'est la raison pour laquelle il faut rester humble et modeste. Parce que très franchement, il y a encore beaucoup de choses à faire, et ce, même au niveau des Nations Unies. Je vous rappelle une anecdote qui s'est passée le mois dernier. C'était peut-être pas extraordinaire au sens large, mais en tout cas dans notre cercle, au niveau interne, ce n'était pas anodin. Donc il y a une réunion en mars d'un groupe d'experts qui, tous les 3 ans, revoit la liste des pays les moins avancés. Comme vous le savez, près de 8 pays repris sur cette liste sont des PEID. Donc 8 PMA sont également des PEID. Et dans ce type de session, lors de ce comité, le CDP comme on l'appelle, le point le plus brûlant était les cas potentiels de modification du statut. Donc ça, c'était un sujet de discussion pour les PEID, puisque c'était eux qui étaient principalement concernés par cela. Alors ce qui s'est passé le mois dernier, c'est que, à notre grande surprise, le CDP a recommandé, entre autres, que Tuvalu soit retiré de cette catégorie. Tuvalu, pas Singapour. Donc je ne sais pas qui d'entre vous s'est rendu à Tuvalu, mais s'il y a bien un pays qui est extrême, selon la définition de la vulnérabilité, c'est Tuvalu. Et j'en dirais la même chose à propos de Kiribati. Mais là, on parlait de Tuvalu. Alors il y a ce groupe d'experts qui se réunit. Et ils disposent d'un puits d'informations concernant les handicaps, les limites de ce pays. Alors, la CNUSET rédige des profils de vulnérabilité, et en plus de ces profils, en plus des témoignages des observateurs, en plus des témoignages de Tuvalu lui-même et des délégations des ministres qui viennent à leurs propres frais, soulignons-le. Ils disent qu'ils ont besoin vraiment d'un traitement tout particulier, puisqu'il s'agit d'un pays qui dépend complètement de sources de revenus totalement imprévisibles, qui n'a aucune capacité de protection, qui dépend des envois de fonds, peut-être de vente de timbres, je ne sais pas, mais il n'y a pas d'exportation. Donc, comment cela se fait qu'ils souhaitent modifier le statut de Tuvalu? Parce qu'après tout ce qui a été dit, ils sont toujours aveuglés par le revenu par habitant. C'est vraiment le paradoxe, hein. Vous y faisiez référence. Comment ça se fait qu'après toutes ces années, après 2 conférences internationales sur les PEID, après plusieurs rapports et des résolutions, après tout ce qu'on a entendu, et je ne parle pas de tous ces événements merveilleux qui ont eu lieu pendant tout ce temps, il y a toujours une série de personnes qui
dans leur grand aveuglement, vont décider que Tuvalu peut passer au niveau supérieur. Imaginez le message envoyé à la communauté internationale dans l'année de Rio plus 20, après Maurice plus 5 et tout ça. Visiblement, ECOSOC, qui est l'organisme auquel il faut faire rapport, ne va pas modifier le statut de Tuvalu. J'espère qu'ils seront un petit peu plus intelligents. Si on devait les faire sortir du statut PMA, je ne pense pas. ECOSOC ne va pas modifier son statut et au bout du compte, le perdant sera la CDP. C'est pas un problème pour moi. Mais je souhaitais simplement illustrer mon point. Illustrer le problème que nous connaissons aux Nations Unies. On n'arrête pas d'expliquer le mécanisme, on n'arrête pas d'expliquer la vulnérabilité et le handicap de ces pays, mais ils ne comprennent pas, le message ne passe pas. Et on se retrouve au bout du compte avec ce type de décision au sein des Nations Unies. Et ça s'est passé il y a quelques mois. Donc revenons-en à la résilience. Je ne vais pas vous faire une présentation tout à fait détaillée. À l'écran, vous voyez apparaître un graphique qui montre la situation de différents groupes de pays à la lumière de l'indice de vulnérabilité économique des Nations Unies. Donc c'est l'indice que nous utilisons par loyauté, mais également parce que nous pensons qu'il s'agit d'un très bon indice. Alors je souhaite être rapide. Ce qui compte, c'est la barre centrale, la rouge et également la barre brune. Ça suffit pour nous convaincre que les PEID sont plus vulnérables que les non-PEID. C'est aussi simple que ça. Comme vous pouvez le voir, il y a là une différence de 33%. Donc, les chiffres ne sont peut-être pas très importants, mais il y a quand même une marge significative. Il y a des PIB qui sont plus vulnérables d'un point de vue économique que les pays en développement qui ne sont pas des PEID. Alors ça justifie le titre évidemment de ce graphique. Les PEID sont plus vulnérables que les autres pays en développement. Ce qui nous importe, c'est que cette résilience est l'objectif, la raison d'être de notre travail concernant les PEID. On peut dire tout d'abord que l'amélioration de la résilience dépend des PEID. C'est à eux d'agir et de modifier leur politique et leurs choix, leurs décisions. Mais la plupart d'entre eux ont besoin d'aide extérieure. Et c'est ce que l'on va appeler le traitement particulier. Il s'agit d'une notion de Genève, puisque c'était une notion qui a été mise en place par la CNUSET à l'origine et également l'Organisation mondiale du commerce. Donc il s'agit d'un traitement particulier. Nous croyons à cette notion et nous pensons que c'est nécessaire. Et quand on parle de traitement particulier, traitement spécial, il y a un contexte dans lequel il y aura des concessions. Il faudra des partenaires de développement et des destinataires, des pays qui vont bénéficier de cela et de ces réserves. En d'autres mots, il s'agira de conditions pour les PEID, des traitements spéciaux pour les PEID. Pour que ce soit possible, il faudrait clarifier le groupe de bénéficiaires. Il faut savoir qui va bénéficier de cela. Si ce n'est pas clair, il n'y aura pas de traitement spécifique puisqu'il n'y aura aucun partenaire de développement qui prendra cet objectif au sérieux. Voilà l'importance de définir une catégorie. Voilà l'importance d'un critère, de facteur. Je ne vais pas rentrer dans le cœur de ce débat pour le moment. À la CNUSET, pour le moment, il y a deux approches. Tout d'abord, nous essayons d'identifier un nombre de mesures de soutien au niveau international qui vont véritablement aider les PEID à améliorer leur résilience en termes d'accès préférentiel au marché, en termes de développement des finances et du budget, particulièrement lorsqu'ils ont un PIB élevé, et ensuite une assistance technique. Il y a toute une série de possibilités
de situations pour lesquelles ces PEID ont besoin d'assistance technique. Et donc il s'agit d'aide que l'on peut leur apporter, puisqu'il y a ici de la connaissance, des compétences que l'on peut leur apporter à un coût tout à fait dérisoire. Donc il y a cette réflexion en cours concernant les mesures de soutien international pour les PEID. Et l'objectif sera de le mettre en place pour les PEID uniquement. Évidemment, ils reçoivent déjà des avantages. Il y a tout un paysage de traitements, de mesures qui existent déjà et c'est assez complexe. C'est ce qu'on voit figurer à l'écran pour le moment. Je vais le parcourir très rapidement puisque je n'ai pas assez de temps. Mais il y a ces deux rectangles. Il y en a un qui concerne le traitement PMA et l'autre qui concerne les autres traitements. Puisque comme je l'ai dit, dans les PEID, il y a quelques PMA et des non-PMA. En fait, la plupart des PEID ne sont pas des PMA. Donc si vous prenez en compte les PEID en général, il y a toute une série de domaines dans lesquels on peut apporter un traitement spécifique. Si le pays est un PMA, il y aura les accès au marché, il y aura évidemment les concessions de l'OMC. Pour les PEID, c'est très connu. Il y aura également la question des bailleurs de fonds et du financement du développement, l'assistance technique, comme je vous en ai parlé. Et si on s'intéresse au rectangle autres traitements, c'est-à-dire 2/3 des PEID, on ne parle pas de traitement PMA. Mais il y a d'autres formes de traitement qui ont de la valeur et qui sont utiles en termes d'accès au marché, de financement du développement. Bon, je dois passer tous les détails, parce que sinon je serais beaucoup trop long. Mais en général, ça nous donne vraiment un aperçu complexe de ce traitement en particulier. Mais le message principal est le suivant. Au sein de toutes ces formes de traitement, il n'y en a aucune qui cible tout particulièrement les PEID. Parce que, pour que ce soit le cas, il faudrait qu'il y ait un statut PEID, tout comme il existe un statut PMA. Mais il n'y a pas encore de statut PEID puisque la catégorie n'est pas encore définie. C'est une catégorie implicite. Et voilà le problème. Alors on pourrait trouver une solution facilement. Nous sommes en train d'y travailler, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vais m'en arrêter là parce que c'était vraiment le message que je voulais faire passer. On a encore du pain sur la planche. Et s'il y avait une conclusion à tirer, un mot à tirer de cette présentation, c'est la crédibilité. Parce que quand on parle et de clarité, puisque la clarité est essentielle pour la crédibilité, et nous n'avons pas encore clarifier les choses. Et dans ce domaine, il y a encore beaucoup de pain sur la planche, particulièrement dans la prochaine conférence. Mais l'année prochaine, comme l'a demandé l'ECOSOC, le CDP devrait mettre en place toute une série de critères de sorte que l'on puisse disposer d'une liste crédible de PEID. Et si c'est le cas, les partenaires de développement prendront les PEID plus au sérieux. Je vous remercie.